Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder de près des documents qui nous parlent d'une situation assez particulière, on peut dire, dans le foot sénégalais. Ah oui, de quoi s'agit-il? Apparemment, il y a une vraie abondance de talent pour le poste de latéral gauche. Tellement que les sources parlent carrément d'un problème de riches. Intéressant ça, un problème de riche pour un poste spécifique. C'est ça. Donc l'idée, c'est d'essayer de comprendre qui sont ces joueurs, pourquoi ce poste en particulier déborde, alors que visiblement ailleurs, c'est plus compliqué. On va creuser un peu ce que les sources nous disent là-dessus. D'accord. C'est vrai que c'est plutôt rare d'avoir un tel surplus de qualité pour une seule position dans une sélection nationale. Hmm. Et si les documents confirment ça, ça voudrait dire qu'à gauche, au moins, la question est réglée, ce qui contrasterait, vous disiez, avec d'autres zones du terrain. Exactement. Les sources pointent notamment un contraste avec le côté droit. Alors, allons-y, plongeons-nous là-dedans. Le mot qui revient tout le temps, donc, c'est ce fameux problème de riche. Et ce qui est frappant, c'est que les sources le mettent tout de suite en face de la situation du latéral droit, qu'elles décrivent comme un chantier, carrément. Ah oui, d'accord. Un côté qui déborde, l'autre en travaux. Voilà, un flanc avec plein de solutions et l'autre en pleine interrogation. Comment on interprète ça, ce déséquilibre? Ce contraste, c'est vraiment le nœud du problème, enfin, de la situation décrite. Ça pose direct la question de l'équilibre de l'équipe, en fait. C'est-à-dire? Ben, avoir autant de force de frappe ou de sécurité sur un seul côté, le gauche en l'occurrence, c'est une arme, bien sûr, mais ça peut aussi rendre l'équipe un peu bancale, quoi, asymétrique. Oui. Tactiquement, ça peut vouloir dire que le jeu va naturellement pencher à gauche, ce qui est pas mal, mais bon, si c'est trop systématique, l'adversaire finit par le lire, non? Bien sûr, ça peut devenir prévisible. Voilà, donc comment utiliser cette force sans que ça devienne une faiblesse par manque de variété? C'est la question pour le coach, j'imagine. C'est une vraie question tactique, ouais. Alors, pour mettre des noms sur cette richesse à gauche, les sources en citent plusieurs. Le premier, c'est Ismaël Jacobs, 26 ans, il joue à Galatasaray. D'accord, Jacobs. On parle d'une performance XXL contre Liverpool. Apparemment, il aurait complètement éteint Jérémy Frimpong, qui est quand même une flèche. Ah oui, Frimpong, c'est pas n'importe qui sur son côté. Et ça, c'est présenté comme la preuve de son niveau international. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on donne un match précis, un duel spécifique pour juger. Liverpool, bon, c'est le top niveau européen. Clairement. Et Frimpong, ouais, c'est un client sérieux en vitesse et percussion. Alors si Jacobs l'a vraiment neutralisé comme ça en dit long. Ça montre sa capacité à répondre présent dans les gros matchs, quoi. C'est pas juste une impression générale, c'est du concret face à un adversaire direct de qualité. Ça pèse. Ça donne une idée de son potentiel au plus haut niveau. Mais alors, juste derrière lui, ou peut-être même à côté, on voit arriver un autre nom. El Hadji Malick Diouf. Ah, Diouf, oui. Plus jeune, lui? Oui, 20 ans. Et il est à West Ham, en Première Ligue. Les papiers parlent de sa montée en puissance. Et il donne un chiffre, 3 passes décisives en 5 matchs de championnat. Pour un défenseur si jeune dans ce championnat-là, c'est pas mal du tout. Ah oui, c'est même très parlant. 3 passes D en si peu de temps, à 20 ans, en Première Ligue, ça montre un impact offensif immédiat. C'est ça? Ça colle parfaitement avec ce qu'on attend des latéraux modernes. Plus seulement défendre, mais aussi apporter devant, centrer, dédoubler. Exactement. Le profil de Diouf, ça semble être exactement ça. Capable d'être influent des deux côtés du terrain. Et à 20 ans, la marge de progression est potentiellement énorme, bien sûr. Et c'est là qu'on comprend mieux le problème de riche. Parce que, ce n'est pas fini. La liste continue. Ah bon? Encore d'autres? Oui, les sources ne s'arrêtent pas là. On parle aussi de Youssoufa Mbodj, 21 ans, qui est au Slavia Prague. D'accord, en République tchèque? Puis Adama Bouairo, 23 ans, à l'Atlético Bilbao. Bilbao, ok. Niveau technique élevé là-bas. Et enfin, Moussa Ndiaye, 23 ans aussi, qui est à Anderlecht. Anderlecht, connu pour les jeunes talents. Effectivement, ça commence à faire du monde. Ça fait beaucoup de monde pour un seul poste, oui. La profondeur est assez impressionnante. C'est vrai. Et ce qui est frappant aussi, c'est la variété des championnats. Justement, j'allais y venir. Turquie, Angleterre, Tchéquie, Espagne et Belgique. Exactement. Chaque ligue a ses propres exigences, son propre style. Le Slavia qui joue l'Europe, Bilbao et son identité forte, Anderlecht et la post-formation. Qu'est-ce que ça nous dit, cette dispersion? Qualité intrinsèque des joueurs qui s'adaptent partout? Ou c'est la formation sénégalaise qui produit et exporte bien à ce poste? C'est sûrement un peu des deux, non? D'un côté, ça montre que ces joueurs ont une certaine intelligence de jeu, des qualités pour s'adapter à des contextes différents. Et d'un autre côté, oui, ça suggère que la formation sénégalaise, que ce soit au pays ou via des académies partenaires, elle sort des profils de latéraux gauche qui intéressent un peu partout en Europe. Il y a peut-être une bonne génération?
aussi. Peut-être un très bon travail de détection ou de réseau aussi pour les placer. C'est possible qu'il y ait eu une concentration de talents à ce poste précis, oui. Et la conclusion des sources est assez directe. Le sélectionneur Paptiao aurait, je cite, au moins 5 latéraux gauches qui peuvent tous faire l'affaire au niveau international. 5. 5. 5 joueurs considérés aptes pour être titulaires en sélection pour le même poste. On imagine le casse-tête pour faire la liste, quoi. Forme, le profil, l'expérience, le potentiel. Et surtout, comment tu gardes tout le monde motivé, concerné, même ceux qui jouent moins. La gestion des égos. Exactement. Maintenir la cohésion du groupe quand tu as plusieurs joueurs qui peuvent légitimement penser mériter la place de titulaire, c'est un art. C'est crucial pour l'ambiance. D'autant plus que cette situation, elle tranche radicalement avec le passé. Les sources le rappellent bien. Ah oui? Elles évoquent l'épopée de 2002, celle qui a mis le Sénégal sur la carte du foot mondial. Oui, bien sûr, 2002. Et bien à l'époque, à gauche, c'était Omar Daf qui dépannait en fait. Un super joueur polyvalent, mais c'était pas son poste de prédilection, il était plutôt droitier ou central. Ah oui, c'est vrai. Il assurait l'intérim à gauche. Quel chemin parcouru en 20 ans. C'est ça? Ce rappel historique, il est super important pour mesurer le changement. On passe d'une solution de bricolage, même si DAF était excellent, à une situation où tu as 5 spécialistes du poste qui jouent à un bon, voire très bon niveau en Europe. C'est une transformation énorme. Absolument. Ça en dit très long sur le développement du foot sénégalais, sur le travail de fond qui a dû être fait en formation, en détection. Peut-être une meilleure organisation aussi. Un point faible identifié, ce poste, ou en tout cas un manque de profondeur. Et là, la réponse sur 2 décennies, elle est assez spectaculaire. Bon, alors, si on essaie de faire une synthèse de tout ça, on part de ce constat de problème de riche à gauche. Avec des joueurs comme Jacobs et Diouf comme tête d'affiche, mais aussi une vraie profondeur derrière avec Bodj, Boiro, Diaye. C'est ça. Ce luxe y contraste fort avec la droite, décrite comme un chantier, même si on n'a pas les détails sur ce chantier. Oui. Et tout ça, c'est à comparer avec 2002 où il fallait improviser. Au final, qu'est-ce que ça signifiait? Ça signifie plusieurs choses importantes, je crois. Primo, le Sénégal a une force énorme sur ce côté gauche, offensivement, défensivement. D'accord. Deuxio, l'équilibre général de l'équipe devient une question clé. Comment on intègre cette force sans devenir trop prévisible ou déséquilibré? Logique. Tertio, pour le staff, c'est un défi. Tactique, bien sûr, mais aussi humain. Gérer ce potentiel, cette concurrence, pour en tirer le meilleur et garder l'harmonie. Le fameux management. Voilà. Et quatrièmement, et c'est peut-être le plus encourageant, c'est un signe hyper positif de la vitalité du foot sénégalais. Sa capacité à former, à sortir des talents de haut niveau spécifiquement à un poste, c'est un atout majeur pour les ambitions de l'équipe, cette profondeur. Pour reprendre une image un peu simple, c'est comme si tu avais 5 super perceuses dans ta boîte à outils, alors qu'avant, tu faisais des trous avec un tournevis. C'est une bonne image, oui. C'est génial d'avoir le choix, mais il faut savoir laquelle utiliser, quand... Et surtout, il faut vérifier que tu as les bons forêts et que le reste des outils, les autres postes, sont au niveau pour construire un truc solide. C'est exactement ça. Le luxe et le défi. Et si on élargit un peu, cette situation, elle pourrait aussi refléter une tendance du foot moderne à l'hyperspécialisation, non? C'est-à-dire? Peut-être que les systèmes de formation aujourd'hui ciblent des profils très spécifiques, très tôt, et du coup, parfois, ça donne des cuvées exceptionnelles pour un poste donné, dans une génération ou un pays. Intéressant. On voit des pays qui sortent beaucoup de bons gardiens, d'autres des ailiers. Là, ce serait le tour des latéraux gauches sénégalais. Donc pour conclure notre exploration de ces sources, le Sénégal se retrouve avec une situation assez unique, une concentration de talents de haut niveau au poste de latéral gauche. C'est ça. Ismail Jacobs, El Hadji Malick Diouf sont les plus visibles, mais derrière, la profondeur avec Mbodj, Boiro, Ndiaye est bien réelle. Ça offre un sacré panel aux sélectionneurs. Tout à fait. Et le contraste avec la situation d'il y a 20 ans, quand il fallait bricoler, ça souligne de manière assez éclatante les progrès du foot sénégalais. Progrès en formation, en développement des joueurs à ce poste précis. C'est une transformation remarquable, vraiment. Tout à fait d'accord. Et en refermant ces documents, il y a une question qui me vient, qui reste un peu en suspens. Oui. Si un pays arrive à créer une telle densité de talents, de niveau mondial, à un poste aussi spécifique, au point que ça devienne un problème de riches, quelles pourraient être les conséquences à long terme? C'est une bonne question.
Est-ce que ça pourrait, par exemple, influencer le recrutement des grands clubs européens qui sauraient où aller chercher ce type de profil? Ou même, est-ce que ça pourrait, à terme, redéfinir un peu l'équilibre des forces entre les sélections si d'autres pays développaient aussi des sortes de pôles d'excellence comme ça sur d'autres postes? Voilà. Ça laisse matière à réfléchir.